Bonsoir, ouverture à Conakry de la 23e conférence des directeurs généraux des douanes de la région OMD-AOC. Le forum se fixe pour défi de créer un environnement commercial sûr au service du développement économique. Le 25 avril de chaque année est consacré à la lutte contre le paludisme. Depuis 2016, la maladie est en recrudescence dans le monde. À Farana, le taux de prévalence est en baisse pendant que les appels à la mobilisation nationale se multiplient. Et puis nous irons sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry qui abrite depuis mardi les 72 heures du livre et à la place des dessinateurs. L'événement est perçu comme une formule qui encourage les vocations du métier de dessinateur. Bonsoir, tout de suite, direction l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et l'hôpital national d'Onka où s'est rendu ce mercredi le président de la République. Sur place, des travaux sont en cours et le chef de l'État se réjouit de l'évolution des chantiers et appelle au respect du délai contractuel. Reportage de Ibrahima Keita, Cheikh Mabinti Silla, l'équipe du bureau de presse de la présidence de la République. C'est une visite guidée et en détail que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a voulu effectuer ce mercredi. Première étape, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Dans ce temple du savoir, le chef de l'État est venu toucher du doigt l'évolution des travaux d'une dizaine de bâtiments. Il s'agit de 9 ouvrages, dont entre autres un R+3 destiné à l'administration scolaire, un R+2 pour le rectorat, le bloc d'études de 2000 étudiants en R+2 et bien d'autres. Le bâtiment comprend 3 autres lots. Un deuxième lot qui comprend un amphithéâtre, un troisième lot qui comprend encore un amphithéâtre, une salle, les salles de classe au nombre de 24, et puis un laboratoire, et enfin le bâtiment des études doctorales, pour un ensemble en élévation de 26 000 m². Tous ces bâtiments qui se dressent ici, dans l'enceinte de la première université du pays, s'inscrivent dans le cadre de l'initiative présidentielle qui est l'amélioration des conditions d'études en Guinée. Ces constructions rentrent dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la reconstruction des universités. Il y a aussi actuellement Gamal, mais aussi l'AB en cours de construction. Et les autres universités suivront après grâce aux prêts obtenus auprès de certains bailleurs de fonds. Et disons, nous voulons rénover complètement ces universités et offrir beaucoup plus de capacité d'accueil aux étudiants guinéens, mais aussi améliorer l'environnement dans lequel travaillent et les enseignants et les étudiants et tout le corps qui accompagne la formation dans cette université. Pour un coût global de 195 milliards de francs guinéens, ces infrastructures donneront dans un bref délai une autre image à l'université Gamal Abdel Nasser. Et pour lier l'utile à l'agréable, le président de la République, le professeur Alpha Condé, dans le cadre de la coopération bilatérale, a tendu la main à l'Égypte. Et une mission de ce pays ami est en Guinée il y a quelques jours. Par un soutien de la part du gouvernement égyptien, il est le chef de la délégation de l'université d'Alexandrie. Ils sont venus dans le cadre de l'élargissement des relations entre l'université d'Alexandrie et l'université Gamal Abdel Nasser. Pendant 2 jours, ils ont visité toutes les installations et les bâtiments de l'université. À l'issue de la visite, ils ont essayé de découvrir les besoins. Ils ont découvert la nécessité de l'aménagement de la rentrée du jardin et de la place de la statue du président. Ensuite, le bâtiment où se trouve la grande salle de conférence. Et pendant leur visite aussi, ils ont eu à visiter les établissements spécifiques à l'odontologie. Ils ont visité ces bâtiments également. C'est donc un vaste programme de construction, de réhabilitation et d'équipement des universités du pays que le chef de l'État ambitionne pour la Guinée. Ce bâtiment, c'est dédié à l'école doctorale. Doctorat. Oui. Donc pour 700 postulants, il est composé de 2 amphithéâtres, de 200 places pour chaque, de 4 salles de cours, de 2 bibliothèques, de 2 salles informatiques et les commodités. Le premier lot, ce qu'on va visiter certainement avec votre permission, se trouve sur l'autre côté là où il y a le rectorat, plus l'administration scolaire. C'est un bâtiment qui est presque en train d'être fini là et il rentre aussi dans notre objectif instruit par monsieur le ministre. Et c'est ça la finition de ces 2 bâtiments qui seront là-bas. Et cet autre
Ça, c'est le centre d'expertise. Il y a un comité scientifique ici qui a été mis en place de concert le ministre et le recteur qui suit ça. Ça, c'est ce bâtiment-là. Le laboratoire, c'est les 4 spécialités, des analyses minières, pharmaceutiques et, comment dirais-je, agroalimentaires, voilà, et l'eau. Nous disons aux étudiants que nous allons tout faire pour les mettre dans les meilleures conditions. Déjà, il y a ces nouveaux bâtiments. Nos amis égyptiens vont nous accompagner pour rénover les anciens bâtiments et surtout les doter de toutes les infrastructures modernes pour qu'ils puissent faire des vidéoconférences. Ensuite, nous avons dans le programme avec la Chine, la connexion de l'université de Somphonia, l'université de l'Abbé, de Cancan et des Corée. Dans ce qui va être dans la première phase, c'est l'université de Somphonia. Les infos nous allons négocier l'année prochaine, c'est les 3 autres universités. Nous voulons vraiment mettre des étudiants dans des universités publiques dans les meilleures conditions pour que les universités publiques puissent accueillir l'essentiel des étudiants, mais surtout dans les matières scientifiques. Après l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, le président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est rendu à l'hôpital national d'Onka. Ici, le chef de l'État et sa suite ont visité cet hôpital de référence en chantier dont les travaux évoluent à grands pas. En visitant quelques chantiers, aucun détail n'a échappé à l'initiateur de ce projet d'envergure internationale. Grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, cet hôpital futuriste va révolutionner la médecine moderne en Guinée. D'ici la fin du mois de mai, nous pourrons livrer 4 bâtiments. La chirurgie, l'administration, les urgences principales et le bâtiment VIP. Comme vous avez pu le constater, le bâtiment VIP répond aux normes internationales. C'est un bâtiment futuriste. Il y a du câble, il y a du VSAT. À la limite, on ne croirait même pas que c'est un hôpital. Mais il y a carrément tout. Donc, les malades... VSAT, il y a la télévision, il y a tout. Donc, demain, les malades qui viendront ici, nous savons tous que lorsqu'un malade vient dans une structure hospitalière, 70 à 80% de sa guérison dépend des conditions dans lesquelles il est. Donc, c'est un bâtiment futuriste. VSAT, ça permet de suivre tout ce qui se passe. Le câble et tout. Le bloc opératoire aussi. L'innovation, c'est que aujourd'hui, on n'aura plus besoin que les étudiants se déportent à l'hôpital. On connaît les problèmes d'encombrement parfois. Donc les étudiants seront capables de suivre les interventions qui se feront au bloc opératoire, étant dans les salles, par VSAT, justement. C'est-à-dire, étant en classe, le professeur dira... Bon, médecine. Justement. Merci, monsieur le président. Donc les étudiants n'auront plus à se déplacer. Le président a voulu que tout le monde ne se déplace pas. Le temps doit se mettre au travail. Pour le président de la République, le professeur Alpha Condé, l'hôpital national d'Onka va avoir des particularités qui feront de lui l'un des meilleurs de la sous-région. La première chose, c'est la rénovation des anciens bâtiments. Vous avez vu, les anciens bâtiments étaient très vieux, il y avait des rats, des souris, etc. Donc on a d'abord commencé par rénover ces anciens bâtiments. Mais le plus important, c'est qu'il fallait mettre les câbles et les installations pour pouvoir mettre le VSAT dans ces bâtiments-là. C'est-à-dire le VSAT, ça veut dire quoi? Premièrement, le malade peut suivre la télévision, non seulement guinéenne, mais internationale. Deuxièmement, surtout, l'opération, les élèves n'ont plus besoin de venir à côté du chirurgien. Ils peuvent être en classe et suivre comment le monsieur opère. Bon, ensuite, si le chirurgien est bloqué, par exemple, il ne sait pas exactement comment faire, alors il peut appeler un collègue professeur à Paris ou bien autre part qui va lui dire comment faire. Donc, celui-là va lui guider en montrant, voilà comment tu vas faire. Donc, il suit ce que celui-là va lui dire à partir de l'écran. Donc, c'est pourquoi on a inséré le VSAT. Donc, notre bloc opératoire va être, lui-même vient d'expliquer, c'est le plus moderne dans la sous-région. Donc, ce que je dis pour certaines opérations, c'est les gens qui viendront des pays. Ce n'est plus nous qui envoyons des gens à Dakar, à Abidjan, c'est qui envoient des gens ici. Parce que comme nous venons après, la rénovation vient après les autres, il faut qu'on essaye d'utiliser toutes les technologies les plus avancées aujourd'hui dans le monde pour les mettre ici, puisque c'est maintenant que nous le faisons. C'est donc un président de la République satisfait de l'évolution des travaux sur les 2 chantiers qui atteste la justesse du choix des Guinéens qui a regagné le palais Sékou-Touré. Je vous l'annonçais en titre, les douaniers de la région OMD AOC s'engagent à créer un environnement commercial favorable au service du développement économique. Un défi de taille pour le comité des experts en conclave à Conakry. Alassane Djogobari suit pour nous le forum. Une cérémonie d'ouverture grandiose à la dimension de l'événement. Le dernier événement du genre abrité par la Guinée remonte à 2003 lors de la 8e conférence des DG des douanes de l'OMD pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour cette 23e conférence, les invités ont fait le plein de présence aux côtés des hauts cadres de l'administration douanière guinéenne, avec à leur tête le directeur général qui reçoit ses homologues
à Conakry. Je remercie tous les pays de la région pour avoir répondu massivement aux présentes assises. Cette rencontre qui nous réunit est un moment privilégié dans la vie de notre administration. Elle offre l'occasion de faire le point sur les actions entreprises depuis la dernière conférence, mais aussi et surtout de partager notre vision sur les enjeux auxquels sont confrontées la communauté douanière internationale en général et celle de la région AOC en particulier. La région Afrique de l'Ouest et du Centre est dirigée par un vice-président auprès de l'Organisation mondiale des douanes. La présente conférence est une occasion de faire le point sur les réformes menées dans la région pour améliorer les transactions commerciales, l'une des principales missions des administrations des douanes. Dans un environnement aussi incertain et de plus en plus gagné par l'insécurité, les administrations douanières doivent plus que jamais ajuster leurs priorités de manière à répondre favorablement et efficacement à tous les défis, notamment de protection de la société, de la mobilisation des ressources et de la facilitation du commerce. L'OMD, Organisation mondiale des douanes, est représentée à cette 23e conférence par son secrétaire général qui a livré aux participants le message de son organisation. Je suis particulièrement heureux d'être ici dans ce pays où la modernisation des douanes bouge. Par exemple, dans le cadre de notre projet de modernisation des douanes dans l'Afrique de l'Ouest, la douane guinéenne a bien coordonné entre d'autres autorités telles que la police pour avoir le contrôle bien coordonné à l'aéroport, ce qui a résulté en saisie très importante. L'une des particularités de cette 23e conférence est qu'elle marque l'achèvement du plan stratégique régional 2013-2017 et va adopter celui de 2018 à 2022, un plan qui devra permettre aux administrations douanières de la région de répondre aux défis auxquels elles sont confrontées. Les administrations douanières sont de nos jours confrontées à de multiples défis qu'elles se doivent de relever. Pour y parvenir, nos administrations doivent continuellement se préparer et mettre en place des stratégies adéquates. Je suis heureux de constater que vous avez emprunté cette voie à travers vos plans stratégiques de réforme et de modernisation, tout en vous conformant à la vision de l'OMD du XXIe siècle. Au nombre des enjeux, réussir la facilitation des échanges, la gestion stratégique et des ressources humaines, ainsi que la sécurité de l'environnement commercial. Les travaux se poursuivent jusqu'au 27 avril. À l'Assemblée nationale, c'est officiel, le projet de loi d'interconnexion électrique entre la Guinée et le Mali est adopté. Pour 225 kW, il va améliorer la desserte en électricité dans les zones touchées par le projet qui s'étend sur plus de 700 km. Les détails avec Abdoulaye Diallo. À l'unanimité, les 5 projets de loi soumis pour approbation sont adoptés par les élus du peuple. S'agissant des accords de prêt entre la BID et la Guinée, le gouvernement opte pour la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations, ce qui va permettre de financer les projets de développement agricole des préfectures de Gawal, Koundara et Mali pour un montant de 25 millions de dollars américains et 45 millions de dollars réservés aux chaînes de valeur des différentes filières à développer. C'est un projet transversal, un projet qui touche certaines spéculations agricoles à travers le développement des chaînes de valeur. Donc ça voudrait dire que tout ce qui concerne la chaîne de valeur, de la production jusqu'à la consommation, seront vraiment de mise dans la réalisation de ce projet. Qu'est-ce que ça va changer? C'est l'amélioration vraiment des couches qui seront touchées, notamment les couches vulnérables, dont les femmes et les jeunes. C'est aussi l'amélioration du revenu des populations qui seront touchées jusqu'à hauteur de $300 par ménage. C'est aussi l'amélioration de la production et de la productivité. Mais aussi
nous allons faire en sorte qu'il y ait des activités liées à la conservation et à la transformation de nos produits à travers la construction des infrastructures de conservation et de transformation. L'un des projets qui a suscité beaucoup d'interrogations est celui lié à l'interconnexion électrique de 225 kV entre la Guinée et le Mali. En plus de l'implantation et l'extension des postes de transformation, la ligne électrique partira de Zérékouri jusqu'à Sanankoron en République du Mali, pour une distance de 714 km et l'électrification de 201 localités. La faisabilité du projet elle est imminente. La mise en vigueur du projet a eu lieu déjà du côté de la BAD. Tous les bailleurs de fonds, chacun déjà s'est déterminé sur les tronçons à financer à partir de Zérékouri jusqu'à la frontière à Sigiri. Ça c'est pour la Guinée. Maintenant de Sigiri jusqu'à Sanankoroba, ça c'est du côté de la République du Mali. Donc la synergie des deux pays fait que aujourd'hui ensemble on va pouvoir réaliser un projet d'interconnexion qui va permettre à nos populations, aux préfectures et aux zones rurales d'avoir de l'électricité de bonne qualité. À rajouter à ça, c'est la ligne Linsan-Fomi qui va rendre plus économique cette ligne Guinée-Mali. Elle partira de Linsan pour arriver à Fomi. Et arriver à Fomi, c'est là où il y aura l'interconnexion entre l'énergie du Konkouré et toute autre énergie qui sera produite pour être injectée sur cette ligne d'interconnexion. Au haut de cette tribune, ces 4 Guinéens sont ovationnés par les parlementaires pour leur génie créateur. Ils sont tous venus assister à la ratification du projet lié à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Une organisation qui a pour objet la protection des droits d'auteur sur toute l'étendue de l'espace couvrant les pays membres de l'OAPI. C'est une lutte quotidienne pour les riverains de la décharge de Dar Salam de Conakry. Après l'éboulement en août 2017, ils tentent de survivre, mais aussi de vaincre la peur liée au risque élevé d'éventuels affaissements de la décharge. Elle reçoit plus de 1200 tonnes de déchets par jour. Les habitants vivent la peur au ventre et l'urgence pour les autorités est de lancer une opération de déguerpissement des occupants illégaux. Comment cela se prépare? Témoignage en images dans ce reportage de Robert Siditorno. À un mois de grandes pluies, les réflexions se multiplient autour de la problématique de gestion de la décharge de la minière, communément appelée Kombos, en plein centre de la capitale Conakry. Histoire d'éviter d'éventuelles catastrophes et assurer aux populations riveraines une meilleure sécurité. Il faut sensibiliser les populations d'Ar Salam, la nécessité de quitter le site dans l'intérêt des uns et des autres. Parce que nous avons insisté sur le fait qu'ils sont actuellement sur un site qui est devenu pratiquement inhabitable à cause des dangers auxquels ils s'exposent. Les statistiques font état de 300 foyers concernés et qui sont dans l'attente de quitter les lieux. Il est impératif qu'on trouve une solution, même provisoire, au déménagement de cette population dans des conditions qui sécurisent même le travail qui est en train de se faire. Il y a l'urgence, le court, le moyen et le long terme. D'une manière ou d'une autre, il faudrait que l'on traite ces deux dossiers. Qu'est-ce que l'État peut faire pour aider ces populations à se recaser et la responsabilité des populations à quitter cette zone et aller s'installer ailleurs décemment. Le ministre nous a invités la fois dernière, il dit qu'ils veulent travailler là-bas. Nous sommes d'accord. Nous sommes les sujets de l'État. Si l'État veut quelque chose, c'est ce que nous soutenons. Mais nous avons demandé à M. le ministre d'indemniser les gens, ceux qui sont là-bas, qui ont construit il y a 60 ans. Ils sont là-bas, d'autres sont morts. Il n'y a que des vivres, il n'y a que des orphelins, des gens qui n'ont pas de moyens. Nous vivons dans la fumée, nuit et jour. Pour le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, la date du 3 mai pourrait être respectée conformément au communiqué diffusé sur le démarrage des travaux. La chose la plus importante aujourd'hui sur laquelle nous sommes tombés d'accord, c'est qu'il faut que la population quitte. Je crois que c'est d'abord fondamental. Chacun de nous sait aujourd'hui les dangers que courent ces habitants de Dar es Salaam. Et aujourd'hui, nous sommes convenus qu'il faut que nous travaillions de manière à ce que
une sensibilisation forte soit faite pour que la population les populations qui se trouvent dans cette situation, dans cette zone de décharge, quittent les lieux. La rencontre a par ailleurs permis la présentation des 8 mois d'activité de la commission interinstitutionnelle sur la gestion des déchets à Conakry. Dar es Salaam est une poudrière parce que s'il y a cette décharge aujourd'hui ou qu'il y ait éboulement là-bas, c'est toute la capitale qui va en pâtir. Donc il faut faire attention, il faut étudier, il faut voir les dispositions à prendre. Et c'est pour ça qu'il faut créer cette synergie de travail avec l'exécutif, le législatif et nous du Conseil économique et les institutions républicaines pour voir avec la population qui va être sensibilisée et qui sont déjà très flexibles de ce que nous avons appris de leur position. Après les travaux d'urgence axés sur le déguerpissement, un appel d'offres sera lancé par le gouvernement guinéen pour recruter un opérateur qui aura charge de gérer définitivement la décharge de la minière. En bref, c'est une grande première dans la foresterie en Guinée. La restauration de plus de 60 000 hectares pourrait bientôt démarrer. C'est un projet public-privé exécuté par une organisation non gouvernementale internationale engagée dans la lutte contre le changement climatique. Je vous le disais en titre, on s'arrête à Farana, où vous allez le voir, la journée mondiale contre le paludisme est célébrée cette année pour intensifier les campagnes de lutte contre l'une des principales maladies tueuses dans le monde. Un enfant en meurt toutes les 2 minutes, malgré des avancées récentes de la recherche. Et à Farana, le taux de prévalence du paludisme baisse dans la région. Reportage de notre équipe sur place, Tierno Maroufba, Sekou Sissoko, Ansoumane Toumani Kamara. À l'hôpital régional de Farana, la première cause de consultation reste le paludisme. Dans cette structure sanitaire, 3 patients sur 10 souffrent de cette pathologie. L'établissement assure la prise en charge gratuite des malades. Des antipaludiques sont offerts aux patients consultés. Si nous voyons, si c'est le palud simple, nous avons la CTA est disponible et se donne de façon gratuite. Si c'est le paludisme grave, nous avons l'artésunate injectable disponible aussi gratuite. À Farana, le palud commence à être beaucoup éradiqué. Beaucoup éradiqué parce que avec la distribution des moustiquaires et la prise en charge que les médecins, les infirmiers font, vraiment c'est salutaire ici. Considéré comme un problème de santé publique, le paludisme est en baisse dans la préfecture de Farana grâce aux efforts des autorités sanitaires et l'implication des partenaires techniques et financiers. De 109 530 cas en 2017, la prévalence a chuté à 19 927 cas recensés en 2018. Et le taux de décès est passé de 98 cas en 2017 à 19 en 2018. Une amélioration qui réconforte les acteurs du système de santé. Il y a beaucoup de médicaments, il y a des équipements pour les détecter, il y a la volonté. Et le traitement est gratuit, les examens sont gratuits. Donc on distribue des moustiquaires aux ayants droit, notamment les femmes en grossesse, les femmes qui font des enfants. Les 480 000 enfants qui sont protégés chaque année, c'est vraiment un effort conjugué avec l'appui des partenaires, mais aussi avec l'appui du gouvernement qui nous facilite à atteindre les enfants dans les ménages. La célébration de cette journée dans la région vise à attirer l'attention de la communauté mondiale sur le fléau que constitue cette maladie et son impact dévastateur sur les familles, les communautés et le développement. C'est une bonne nouvelle pour les médecins de l'hôpital sino-guinéen. Ils reçoivent un important lot d'équipements pour sécuriser les interventions neurochirurgicales sur place. Ils sont initiés à l'utilisation du matériel pour leur permettre de faire des opérations avec moins de risques pour le patient. Samara Tolno. La prise en charge de certaines pathologies comme les tumeurs et les hydrocéphalies demeure toujours un problème majeur pour le système de santé guinéen. Les enfants constituent la tranche la plus vulnérable faute de matériel adéquat.
Pour relever le défi, les neurochirurgiens de l'hôpital sino-guinéen apprennent avec les experts chinois l'utilisation des nouveaux matériels des laboratoires. Des appareils de pointe offerts par la Chine pour faciliter la prise en charge des patients. La neurochirurgie, maintenant il y a de nouveaux centres de neurochirurgie émergents se progressent très vite en Chine. Et donc on veut bien aider le peuple guinéen dans ce secteur, c'est-à-dire dans la neurochirurgie. Donc on a envoyé en Guinée les équipements et les matériels ici. 首先从设备，你看我们带了很多这个中国产的一些设备，质量都非常好，我也希望能帮助到几内亚的人民。 Les médecins apprennent d'abord la maîtrise du matériel ainsi mis à leur disposition. Cette connaissance va permettre de faciliter des interventions chirurgicales afin de minimiser les risques. Mais vraiment on est équipé et ce qu'on avait l'habitude de faire, on va le faire mieux. Et ce qu'on ne pouvait pas faire par manque de matériel, il y a un certain nombre d'interventions, on va devoir les entamer chez nous et les faire avec le maximum de sécurité, puisque ces appareils vraiment nous permettent de les aborder. Vieille de plus de 50 ans, les relations de coopération entre la Guinée et la Chine se renforcent dans le domaine de la médecine à travers l'aide médicale de l'Empire du Milieu. Pour pérenniser cette amitié, un forum entre les médecins des deux pays ouvre ses portes à partir du 26 avril. Retour sur le dossier Emmanuel, un petit garçon de 8 ans froidement assassiné à Lambagne Barrage. C'était le 5 mars dernier. La date reste dans le souvenir de ses parents, toujours sous le choc. Pendant que le présumé auteur du crime est sous mandat de dépôt à la maison centrale, l'affaire est saisie par le tribunal de première instance de Mafanko, comme l'explique dans ce reportage Alphaïssi Gaba. Assassiné il y a plus d'un mois au quartier Lansanaya Barrage dans la commune de Matoto, le corps du petit Emmanuel Yomalo Junior attend toujours à la morgue de l'hôpital Ignasdine. Son dossier est encore en instruction au tribunal de première instance de Mafanko. Le drame est survenu alors que la victime s'apprêtait à célébrer ses 8 ans. Je pense que c'est à la justice que nous devons nous tourner afin que le corps nous soit rendu. Selon une source policière, le présumé assassin du petit Emmanuel est actuellement détenu à la maison centrale de Conakry. Il aurait été déféré par la direction de la police judiciaire 10 jours après le drame. Dans l'attente d'un jugement, le père de la victime vit dans l'amertume. C'est difficile à dire, vraiment difficile, mais il y a une persistance de la douleur toujours tant que l'enterrement n'est pas encore effectué. Ça peut permettre, mais avec le concours des amis, des collaborateurs, on essaie d'oublier, mais vraiment on n'y arrive pas. La procédure suit son cours normal, à en croire le procureur de la République par intérim près le tribunal de Mafanko. Vous savez, l'assassinat du jeune Emmanuel à Lansanaya Barrage, ça a ébranlé sérieusement la société. Et quand c'est comme ça, il faut prendre tout de suite les responsabilités pour agir au niveau d'abord de la police judiciaire et après au niveau du tribunal. Effectivement, la direction nationale de la police judiciaire a été saisie du problème, de la procédure. Elle a fini l'enquête préliminaire, elle a orienté, elle a communiqué le dossier à notre parquet. Nous avons ouvert une information au cabinet du doyen des juges d'instruction. Vous savez, les faits de meurtre qui sont reprochés à Elhaj Mahmoud Bari sont des faits criminels. Quand c'est comme ça, la procédure commande que ce soit un juge d'instruction qui se saisisse d'abord de l'affaire et qui finit de faire l'instruction pour pouvoir envoyer devant le tribunal criminel. À ce jour, ce magistrat a reçu la procédure, effectivement. Il a commencé à poser les actes d'instruction. La victime, les parents de la victime ont été entendus. Il y a aussi l'inculpé qui a été entendu en présence de son avocat. L'avocat de la famille du défunt, lui, se montre confiant. Nous allons faire notre boulot et nous promettons que justice sera rendue à Junior. L'avocate de l'inculpé est actuellement en audience au TPI de Mafanko. Joint au téléphone, elle dit ne pas pouvoir communiquer sur le dossier pour raison de secret de l'instruction judiciaire. En attendant le verdict, les commentaires sur les raisons et les conditions d'exécution du crime vont dans tous les sens.
Et puis je reçois sur ce plateau le contrôleur général de police, Boubacar Kassé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur régional de la police de Conakry, porte-parole du ministère de la Sécurité. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors, au commissariat de police du stade du 28 septembre, un prisonnier se serait suicidé. La nouvelle fait le tour de la cité. Monsieur Kassé, que s'est-il réellement passé? Communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a constaté avec regret la mort dans la nuit du 17 au 18 avril 2018, dans les circonstances non encore élucidées, d'un citoyen dénommé Abdoulaye Souma, âgé de 38 ans, peintre de profession, dans la salle de garde à vue du commissariat spécial du stade du 28 septembre, où il était gardé pour un cas de vol. Aussitôt informé, Monsieur le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, a ordonné l'ouverture d'une enquête. Le corps a été déposé à la morgue de l'hôpital Ignace Dine et mis à la disposition du médecin légiste afin de déterminer les causes et les circonstances qui ont entraîné la mort de cette personne. Déjà, le commissaire spécial, les officiers et agents de faction au commissariat, ce jour sont suspendus de leurs fonctions et mis à la disposition de la Direction nationale de la police judiciaire pour enquête. À cette douloureuse circonstance, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Il rassure que toute la lumière sera faite à cet effet. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Monsieur Kassé, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes contrôleur général de police, directeur régional de la police de Conakry et porte-parole du ministère de la Sécurité. Et puis les nouvelles nationales, en bref et en images, c'est un commentaire signé Al-Gassi Mouba. Le Premier ministre a reçu en audience ce mercredi le grand chancelier des ordres nationaux de Guinée. Les échanges entre Général El Hadj Kaba 43 Camara et Mamadi Youla ont porté sur le renforcement des capacités de nos institutions. Il n'est pas grand chancelier qui le veut. Il faut avoir la confiance de l'autorité, surtout l'estime. L'autorité. J'ai fait 49 ans de service militaire. J'ai gravi tous les échelons de la hiérarchie militaire et toutes les fonctions de la hiérarchie militaire, jusqu'au niveau des chefs d'état-major. 2 fois, j'ai été nommé dans les fonctions de chef d'état-major. Et la dernière fonction était l'inspecteur général des forces armées. Et l'autorité a couronné le tout par cette fonction que j'occupe maintenant. Je l'ai signifié au Premier ministre que j'ai servi mon peuple, mais je continue à le servir encore, si Dieu le veut bien. Et c'est pourquoi je suis très fier ce matin d'être à ses côtés, avec ses collaborateurs, pour venir lui faire une visite de courtoisie. Deux guides viennent d'être validés à Conakry. L'un pour les greffiers et l'autre concerne les magistrats. Il s'agit de construire une justice forte à travers un personnel judiciaire indépendant. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la réforme de la justice. La notion de déontologie est très importante dans les métiers judiciaires, aussi bien pour les greffiers, pour les magistrats, mais même pour d'autres corps de métiers. Et
C'est pourquoi j'ai salué l'organisation de cet atelier pendant 3 jours dans le cadre du PARJU, le programme de réforme de la justice financé par l'Union européenne. Et j'ai demandé aux magistrats et aux greffiers d'absorber à bon escient, avec beaucoup d'intérêt, les règles déontologiques qui vont donc revisiter aujourd'hui et qui va servir pour l'exercice de leur métier. L'université Roi Mohamed VI organise l'atelier de validation de son référentiel des métiers et compétences. L'événement va se dérouler à Conakry les 26, 27 et 28 avril 2018. Il se tient au terme de 2 ans d'enquête auprès d'une centaine d'entreprises, d'institutions nationales et internationales, de services publics, de projets et d'ONG. Nos attentes sont bien sûr multiples. C'est d'abord que nos collègues de ces pays apportent leur expérience et qui nous aident à faire un référentiel permettant à nos chers étudiants d'avoir une employabilité améliorée, mais aussi dans le cadre de notre coopération, plus tard, qu'on puisse ensemble élaborer les programmes que nous allons faire à partir de ce référentiel que nous avons conçu. Littérature, je vous lisais en titre, les 72 heures du livre se poursuivent à Conakry, forte mobilisation des écrivains, éditeurs passionnés de la lecture, mais aussi du dessin. Ils sont nombreux sur l'esplanade du Palais du Peuple et sous leur tente que notre équipe a visité ce mardi. L'ambiance est toute particulière. Regardons ce reportage de Diamo Kaba. L'événement est annuel. Le festival Bulle d'encre invite ses amis dessinateurs pour croquer la vie à plein crayon. De la caricature, bande dessinée, dessins plastiques et de presse, ces passionnés d'art venus de tous les horizons sont à l'œuvre pour le plus grand bonheur des visiteurs. Je suis en train de faire le portrait, ça vraiment c'est le réel, c'est ça qu'on appelle le réalisme. Ça c'est pas de caricature. Il y a caricature à part, il y a bande dessinée à part, il y a aussi le réel à part. Et moi, dans mon domaine, à l'ISAC, j'ai appris le réalisme. C'est ce que j'ai en train de faire. J'ai en train de dessiner une jeune fille. Donc, je présente son portrait avec le crayon. Je me suis entretenu là-bas avec les dessinateurs guinéens et j'ai été surtout impressionné par l'expression qu'ils donnent aux images, aux différents dessins et les thèmes traités. C'est très impressionnant pour moi. Ce mode d'expression dédié à la caricature et dessin ambitionne de joindre le ludique au didactique. Principale cible, le public juvénile. Autre attraction de ce rendez-vous culturel, la détection des jeunes talents et des plateaux ouverts entre professionnels et débutants. Aujourd'hui, on ne connaît pas l'importance tellement du dessin, mais à l'avenir, on a l'avenir dans le dessin. C'est pourquoi ça me donne beaucoup de motivation de participer à ces concours, de participer à des organisations de bidangre. Je souhaite que ce métier continue et puis évolue pour la jeunesse guinéenne. C'est un bon métier quand même. Je les encourage. Organisé pour accompagner les 72 heures du livre, les initiateurs comptent favoriser les conditions de transmission du professionnalisme aux participants. Ils souhaitent également la mise en place d'une école de caricature pour redonner un nouveau souffle au monde des arts dans la capitale africaine du livre, la ville de Conakry. En bref, le Real Madrid fait un pas vers la finale de la Ligue des champions européenne. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se sont imposés à Bayern Munich sur le score de 2-1. Le match retour est prévu dans une semaine à Santiago de Bernabéu. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci à la régie, au cadreur Mohamed Lamine Kaba, au réalisateur Francis Collier, Abraham Christophe Conté, au synthé Mounirba et à toute l'équipe de la rédaction, ainsi qu'à nos téléspectateurs, notamment de Kindia, Bofa, Gekedou, Villeneuve d'Ascq et partout à Lille. Demain et pour ce week-end, vous serez avec Alia Kamara à 20h30. À très vite et bonsoir.
livre est notre avenir. Kewala wungbe na hanna ba hina mu ifera na han findi Conakry capitale mondiale du livre